RCN. Le son de la différence. La société est de plus en plus autoritaire, de plus en plus une société de surveillance, de contrôle, de violence, et le monde ne va pas mieux. L'émission Parole de paix est une émission salutaire qui est proposée par plusieurs organisations nancéennes. Aujourd'hui, autour des micros, nous avons Marie-Jo d'Amnesty International. Bonjour à tous. Nous avons également Catherine de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour à tous. Et puis moi, Stéphane, pour le mouvement de l'objection de conscience. Parole de paix, c'est un magazine humaniste d'information, d'analyse, de discussion. Et notre collectif échange autour des conditions nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi on parle des conflits, des guerres, de leur préparation, des sujets que nous discutons et que nous voulons partager avec les auditeurs et auditrices, parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. Cette émission, on va l'appeler Grand Mix Actu, parce qu'on va parler de plusieurs sujets. Il n'y a pas un grand thème qui va prendre toute l'émission. On va un peu parler de plusieurs sujets. Et ben, je propose. Je rappelle aussi qu'on peut réécouter Parole de paix sur le site rcn-radio.org dans la rubrique Parole de paix. rcn-radio.org, et également on retrouve les émissions Parole de paix sur la chaîne YouTube de RCN. On va sur YouTube, on fait RCN Nancy, on trouve le site, et il y a de nombreuses émissions de RCN qui sont visionnables en ligne. Et ben, on peut écouter aussi directement lors de la diffusion. De la diffusion, et aussi, et aussi sur le site internet, si on habite au Japon ou loin, on peut écouter, avec les internets, on peut écouter RCN dans le monde entier. Cette émission, effectivement, Marie-Jo, tu as raison, elle passe un jeudi sur deux, à 11h. Voilà. Je propose qu'on commence directement. Donc on vous a préparé plusieurs thématiques, plusieurs sujets, et nous allons commencer par parler d'actualité. Et le premier titre, c'est Melilla, plus jamais ça. Alors Melilla, plus jamais ça. Qu'est-ce que c'est que Melilla ? Melilla, c'est une ville espagnole où il y a eu un drame le 24 juin. Des migrants ont tenté de passer la frontière. Tu as peut-être oublié de préciser que Melilla était en Afrique. Ah oui, un peu comme Gibraltar. Oui, alors j'ai oublié de préciser que c'était une enclave espagnole en Afrique. Et que donc, un certain nombre de migrants ont tenté de passer du Maroc à cette enclave espagnole, donc Melilla. Ça a donné, la répression marocaine et peut-être espagnole, ont donné des scènes de violence absolument ignobles, où des personnes sont restées matraquées, blessées, mortes, sans aucun soin, sans aucune précaution n'est pas le bon mot, mais enfin, il y a eu des scènes qui ont été atroces et qui ont révolté quand même, je pense, le monde entier. Et donc, on peut dire plus jamais ça. Et faisons en sorte que le droit des migrants puisse être respecté, surtout comme ont été respectés les droits des Ukrainiens qui ont fui la guerre. Eh bien, un certain nombre de jeunes Africains ou de personnes plus âgées quittent leur pays pour fuir la guerre, la violence, la mort, et donc donnons-leur un sort qui soit comme celui des Ukrainiens. Qui soit humain. Voilà. Peut-être qu'on peut dire que Amnesty, sur son site internet, a fait une déclaration, un texte qui s'appelle justement Melilla, plus jamais ça, c'est ça ? C'est tout à fait ça, avec une interview du directeur de la section espagnole d'Amnesty International, et qui a été très choqué de ce qu'il a vu, et donc qui demande que, alors il y a eu une réaction de l'ONU assez violente aussi, et Amnesty demande une enquête absolument impartiale sur ce qui s'est passé. Alors moi, je peux peut-être compléter, parce que la Ligue des droits de l'homme a aussi fait un communiqué avec de nombreuses associations de défense des droits humains, mais essentiellement des associations africaines,
à ce sujet. Et donc, ils expriment d'abord leurs condoléances à toutes les familles et ils condamnent l'absence donc de prise en charge rapide des migrants blessés, ce qui a alourdi et qui va encore alourdir le bilan. Ils exigent aussi des autorités marocaines qu'ils identifient tous les corps et que les dépouilles soient restituées aux familles. On en est à quoi, une trentaine de morts? Presque 40. Presque 40 morts, oui. Oui, et il y a des centaines de blessés, donc, et qui sont restés sans soins, Oui, donc on sol, s'attend à ce que ça augmente encore. C'est vrai qu'on a vu des images. La Ligue des droits de l'homme a aussi demandé l'ouverture d'une enquête internationale, donc comme Amnesty, et elle demande, et je reviendrai dessus après, la fin des politiques qui sont qualifiées de criminelles financées par l'Union européenne, qui demandent à des États tiers de gérer en fait les frontières. Ça s'appelle l'externalisation. Oui, un peu comme il demande ça aussi à la Turquie. À la Turquie, c'est fait depuis longtemps. Ouais. Donc, moyennant finance, la Turquie empêche les migrants de rentrer en Europe. Il y a la Libye. Il y a de l'externalisation aussi à Calais. C'est-à-dire la frontière anglaise est sur le territoire français et charge aux Français d'empêcher les migrants d'aller en Angleterre. On demande aussi à ce que les représentants des diplomaties africaines, donc des pays, des migrants concernés, fassent quelque chose. Et s'occupent de leurs ressortissants un peu mieux et veillent à ce que les droits humains soient respectés pour leurs ressortissants sur le territoire marocain. Voilà. Donc, il me semble qu'un certain nombre de migrants sont en procès au Maroc, justement pour avoir franchi la frontière. Ah, c'est eux qui sont condamnés, c'est eux qui sont sur les bancs des accusés. Voilà. D'accord. Donc il y a un renversement absolument de situation. Ce sont les migrants qui sont accusés et qui risquent de peine de prison et puis d'expulsion. Oui. Alors, il faut savoir que ça fait quand même un certain nombre de semaines qu'on pressentait qu'il y aurait quelque chose de dramatique parce qu'il y avait de vastes campagnes d'arrestation, des ratissages de campements, du même genre de ce qu'on a vu à Calais, donc tout détruit, des déplacements forcés. Donc tout ça, ça prédisait qu'il y aurait un drame parce que ces migrants à qui on détruit tout, ils n'avaient plus qu'une seule issue, c'était tenter coûte que coûte de passer la frontière. Voilà. Et on peut remarquer aussi, moi je fais une petite digression, on peut aussi remarquer que ces pays auxquels l'Europe avec lesquels l'Europe fait un marché pour leur demander un peu un sale boulot, sont souvent des pays qui sont pas non plus très 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 nets par rapport au respect des droits humains. Et puis effectivement, il y a des drames affreux qui arrivent comme celui-là. Le Maroc est aussi un pays, même si en France on nous le vend beaucoup comme un pays de rêve et de vacances, il y a aussi politiquement et au niveau autoritaire et violence, beaucoup de choses qui se passent aussi au Maroc et il faut le dire aussi, même si encore une fois à chaque fois nous dans Parole de paix on fait la distinction entre les peuples marocains, turcs, libyens et puis une situation politique ou délibérée d'un État. Oui, tu voulais. Oui, a priori il y a quand même le problème du Sahara occidental qui vient se greffer là-dedans. Donc le Maroc et l'Espagne se sont rabibochés sur le Sahara en échange de... le Maroc garde les migrants. Donc, et du coup, l'Espagne serait un peu plus cool sur son attitude. Ah oui, donc il y a aussi des choses un peu comme ça. Oui. En fait, il faudra qu'on demande un peu l'analyse justement à nos amis de l'ASPS qui font partie de Parole de paix. On a une association qui s'appelle l'Association de solidarité avec le peuple sahraoui. On a quelquefois au micro soit Philippe Leclerc ou alors Brigitte qui vient parler de la situation au Sahara occidental. D'ailleurs, j'invite les auditeurs, s'ils veulent connaître cette situation du Sahara occidental, réécouter l'émission du 19 mai 2022 qui s'appelait Les Sahraouis, parce que oui, voilà, il y a un conflit, plus qu'un conflit, il y a une annexion par le Maroc d'une partie qui appartient au peuple sahraoui qui demande une reconnaissance et auquel l'ONU a promis un référendum d'autodétermination depuis 40 ans, je crois, depuis 40 ans. Donc une situation
un peu chaude et bouillante politiquement au Maroc sur la question des immigrations, sur la question de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc à suivre encore, et encore une fois, nous dans Parole de paix, on voulait dire des actualités comme Melilla avec des dizaines de morts. Eh ben c'est pas acceptable, et il faut s'en révolter. Donc les auditeurs qui veulent aller plus loin sur ces questions-là peuvent se rapprocher de la Ligue des droits de l'homme à Nancy, peuvent se rapprocher d'Amnesty International ou de la SPS. Amnesty International, il y a pas un site à Nancy, mais il y a un Facebook. Facebook. Ouais, Amnesty, oui. Amnesty Nancy, et la Ligue des droits de l'homme, on les retrouve comment à Nancy? Eh ben, il y a un site, mais c'est surtout le site national qui est intéressant à consulter. D'accord. Eh ben, pour Amnesty aussi, le site d'Amnesty France est très riche. Il y a des pétitions, voilà. Oui, c'est vrai. Des informations, des pétitions. Ça invite à agir, parce que quand même un début de cette émission, c'est d'informer sur des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'entendre tous les jours, et puis de dire que les citoyens et les citoyennes, on est tous responsables de nous-mêmes, et on peut aussi s'engager, agir à sa hauteur. Moi, j'engagerais aussi les auditeurs à se renseigner sur l'externalisation des frontières. On pourra peut-être faire une émission dessus par la suite. Mais l'opération Frontex, c'est Frontex, c'est pas ça? Frontex, ça fait... il contribue en fait une partie. Mais c'est des milliards chaque année qui sont dépensés par l'Union européenne pour que les pays à la périphérie fassent le sale boulot. Voilà. Et tu disais tout à l'heure, je pense que moins les régimes sont démocratiques, plus ils sont efficaces, vu du côté de l'Europe. Donc ça les arrange bien de mettre ça entre les mains du Maroc, de la Libye, de la Turquie. Et de soi-disant garder les mains propres. Et garder les mains propres. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'association de solidarité avec le peuple sahraoui, la SPS. J'ai pas donné l'adresse de leur site, c'est aspslorraine.wordpress.com, et on peut leur écrire à contact.aspslorraine@orange.fr. Je l'ai peut-être dit un peu vite. Il faudra réécouter la partie dont j'ai parlé en ralentissant. On va faire une première pause musicale, justement en lien avec le sujet qu'on vient de traiter. Une chanson qui s'appelle Migrant des rêves, chantée par Fally Ipupa. Si je l'ai bien dit. Bravo. Un Congolais avec Youssou N'Dour qui chante avec lui. Voilà. RCN, Parole de paix, Stéphane Tabourin. Vous écoutez Parole de paix, comme ça vient d'être dit dans la virgule. Cette semaine, avec Marie-Jo d'Amnesty et Catherine de la Ligue des droits de l'homme de Nancy et moi-même, nous traitons plusieurs sujets. Et on vient de parler du drame de Melilla en fin juin dernier. Et maintenant, on va parler d'un autre sujet, le retour des enfants français des camps syriens, la fin du cas par cas. Donc Catherine, est-ce que tu peux nous resituer ce thème des enfants, donc il y a des enfants français dans des camps en Syrie. Oui, alors depuis 3 ans, on estime à environ 200 le nombre d'enfants français qui sont détenus arbitrairement avec leur mère dans des camps syriens. Bon, bien sûr, il y a plus d'hommes. La plupart de ces enfants, ils étaient très jeunes quand ils sont arrivés. Bon, certains, ils sont nés. Ils sont nés là. Il y en a 2/3 qui ont moins de 6 ans. Et ils grandissent dans des conditions extrêmement difficiles et terribles. Déjà, la météo, extrêmement chaud en été, très froid en hiver, sans soins, pas de soutien psychologique, ni psychiatrique, parce que beaucoup sont marqués par ce qu'ils ont subi ou vu. Ils ne sont pas scolarisés. Et ils vivent donc dans le plus grand dénuement, sous des tentes. Donc ça fait des années que des ONG, l'ONU dénoncent cette situation qui est contraire aux droits de l'homme. Mais la France a toujours refusé de rapatrier massivement les enfants. Elle a utilisé la politique du cas par cas. Donc, ce qui fait qu'il y en a très peu qui sont revenus. Quelques orphelins, très peu avec leur mère, parce qu'il faut savoir que dès qu'une mère rentre, comme il y a des mandats d'arrêt internationaux, elle est incarcérée. Mais bon, les enfants ne sont pas revenus.
Et quelquefois, ça ressurgit dans l'actualité, où il y a des débats ou des polémiques, où les plus à droite en France refusent que ces enfants reviennent en France, ou d'autres. Il y a des débats, en tout cas. Oui, en disant que c'est de la graine de terroriste. Bon. Des enfants, quoi. Ça revient aussi dans l'actualité quand il y a un drame. Il y a eu cet hiver une relativement jeune femme, elle n'avait pas 40 ans, diabétique, qui est morte et qui a laissé une petite fille orpheline de 6 ans. La petite fille est encore dans les camps. Elle est peut-être dans ceux qui viennent d'être rapatriés. Je reviendrai là-dessus après. Et donc, il y a des combats en France, des associations qui se battent, des avocates. On en parlait avant l'émission, notamment une avocate célèbre maintenant, originaire de Lorraine. Commercy. Marie Dosé, qui est fortement impliquée dans ce combat-là pour faire valoir le droit des enfants français d'être en France, parce qu'il n'y a aucune raison juridique qui ne soit pas accueillie par la France. Oui. Il y a aussi, se joignent à ces associations les familles. Oui. Il y a beaucoup de familles qui... Les grands-parents. Les grands-parents, les oncles et tantes des enfants. Voilà. Et donc... qu'est-ce que je peux dire ? Tiens, autre chose. Il y a une femme là-bas, mère de 4 enfants, qui est atteinte d'un cancer. Elle l'avait signalé il y a plusieurs années. Elle est restée sans soins. Elle est en phase terminale. Mais pareil, la situation est bloquée. La France a fait la sourde oreille jusqu'à maintenant. Et là, il y a les grands-parents qui sont prêts à accueillir les enfants, mais c'est bloqué. Ouais, et la France est signataire de la Déclaration des droits de l'enfant. C'est vraiment un scandale on doit venir en aide aux enfants. Et donc, la France a déjà été rappelée à l'ordre. Là, elle risque des condamnations pour non-respect de ses engagements internationaux. Donc, tu viens de le dire. Et il y a eu une démarche qui a été faite, entre autres par la Ligue des droits de l'homme, pour demander au président de faire preuve d'humanité afin de faire cesser cette situation qui met en jeu la vie d'enfants qui n'y sont pour rien. Ils sont doublement victimes du choix de leurs parents d'avoir choisi de rejoindre Daesh et puis de l'abandon de leur pays. Bon, alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais cette campagne, elle s'est faite il y a une bonne quinzaine de jours, elle a commencé. Et là, la France vient de décider du rapatriement, donc ça doit être de vendredi ou samedi, de 35 enfants, je crois, et 16 mères. Donc c'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu. On espère que ça va être la fin du cas par cas et du coup, ils vont rapatrier un peu tout le monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces enfants, il y en a 7 qui sont isolés. Donc, il y a 7 orphelins qui croupissent dans les camps depuis déjà plusieurs années. Donc, que des orphelins. Presque toutes les femmes... 14 des femmes ont la nationalité française. Donc, normalement, elles devaient être rapatriées et jugées en France. Il faut savoir que les Kurdes qui surveillent ces camps ont toujours dit qu'ils ne jugeraient jamais les ressortissants étrangers, que c'était au pays d'origine de juger. Donc, on aurait dû les rapatrier plus tôt. Et donc, sur ces femmes, il y en a 4 qui avaient déjà autorisé le retour de leurs enfants. Donc, des enfants qui sont repartis seuls, sans leur mère, et qui ont été placés à l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Et les 12 autres femmes sont revenues, là, sur les 16, accompagnées de leurs enfants. Voilà, donc c'est à peu près tout. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est que la France rapatrie ces enfants qui n'y sont pour rien. Ces enfants français. Français, oui, tous français. Qui ont les familles en France. Et qui ont eu le hasard et la malchance que leurs parents épousent une cause terroriste. Oui. Mais eux, effectivement, n'y sont pour rien. Ils ont le reste de leur famille et ils n'ont pas à croupir dans des prisons, tu disais, à la fois insalubres et pas bonnes pour vivre. Sans éducation. Enfin, donc
Du coup, si on ne fait rien de ces enfants, c'est de la graine de terrorisme. Ce sera certainement des bombardements. Il faut vraiment. Oui, non, mais voilà, ça se comprendrait qu'ils se révoltent plus tard contre le sort qu'on leur a relevé. Que la France leur a réservé. Bon, il faut rappeler qu'en février, l'ONU a condamné Paris pour violation de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ouais. Voilà, donc c'est quand même. Surtout que je disais, nous, la France, contrairement aux États-Unis, par exemple, on a signé la Déclaration internationale des droits de l'enfant qui a plus de 30 ans maintenant. Et on est le seul pays européen à refuser de rapatrier. À ses enfants, oui. Ouais. Ah oui, bon. La Belgique ne fait pas du cas par cas, elle rapatrie, enfin les autres pays aussi ont rapatrié. Et ben voilà, donc... auditeurs, auditrices, cette question des enfants français qui sont dans des camps syriens, voilà, c'est aussi un objet de révolte et la Ligue des droits de l'homme nous a fait part de son courroux sur cette question et voilà, il faut qu'on continue à suivre ça et effectivement espérer que maintenant la France change de pratique et se dise elle est responsable. En tout cas, elle doit secours à ses enfants, à tous ses enfants. Voilà. Oui. J'ai oublié de dire que même la défenseure des droits Claire Hédon est montée aussi au créneau pour prier le président de la République de rapatrier donc des citoyens français mineurs qui sont en danger dans des camps. Bien, on va clore ce deuxième sujet et on va écouter Clarica qui nous chante une chanson qui s'appelle Bien mérité, parce qu'effectivement on est tous le fruit du hasard et si nous on est en bonne santé et dans un endroit où on est bien on est préservé, c'est quand même beaucoup le fruit du hasard. RCN, Parole de paix, Stéphane Tabouin. Nous, dans cette émission, nous passons d'un sujet à l'autre sans forcément de rapport. On a parlé du drame de Melilla, on a parlé des enfants français qui croupissent dans les camps syriens et qu'on aimerait voir rapatriés en France parce que la France doit protection à ses enfants. Et là, je vais parler d'un tout autre sujet, du remaniement ministériel, le dernier remaniement du gouvernement Macron qui a eu lieu début juillet 2022 et je vais parler de ça parce que le MOC, un des sujets qui nous préoccupe, c'est... Tu peux nous rappeler ce qu'est le MOC ? Le MOC, le mouvement de l'objection de conscience. Voilà. Oh, merci. tu as raison de le dire. Nous, c'est les questions autour des questions de paix, d'armement et puis de militarisation et c'est vrai que Macron, avant 2017, avait comme projet de militariser la jeunesse, c'est comme ça que nous on le dit, en tout cas de créer un service national universel, SNU. Ce service national universel, il a déjà un petit peu vécu par des expérimentations, c'est-à-dire que pour l'instant, des jeunes Français et Françaises ont été invités à être volontaires pour passer 15 jours à chanter la Marseillaise sous le drapeau français, pour avoir une instruction un peu cadré, un peu marché au pas. L'engouement n'est pas là. Ils ont beaucoup de mal. Ça, c'est assez difficile. D'ailleurs, je signale que on a fait une émission sur le service national universel il y a peu de temps encore sur RCN. On a fait ça le 7 avril 2022 avec l'ex-président de la FCPE, la Fédération de parents d'élèves, qui s'appelle Rodrigo Arenas, mais maintenant il est plus coprésident de la FCPE. Et l'émission de Parole de paix, le 7 avril dernier, s'appelait « Les parents non plus ne veulent pas du service national universel ». Alors, je vous parle du service national universel parce que donc dans ce remaniement récent de gouvernement, la première ministre Elisabeth Borne a nommé Sarah El Haïry, qui était déjà dans le précédent gouvernement, mais elle a un poste à part entière maintenant de secrétaire d'État à la jeunesse. Donc ce poste, elle l'avait un peu occupé aux côtés de Jean-Michel Blanquer, mais attention, la nouveauté, c'est que son portefeuille inclut désormais le service national universel en tant que tel, qui montre une volonté de rendre ce service national qui était pour les volontaires
obligatoire. D'accord. Donc l'objectif, c'est de tous les jeunes à 16 ans devraient aller 2 semaines en caserne, non, c'est pas des casernes, mais en maisonnée, ils appellent ça, des maisonnées, donc lever de drapeau, chanter la Marseillaise, et puis après faire un stage, ils appellent ça une mission d'intérêt général. Quand c'est librement choisi, ça nous dérange pas trop, mais quand ça va devenir obligatoire, là, ça va fortement nous déranger. Donc cette Sarah El Haïry, elle est désormais responsable du service national universel, et c'est ça la grande nouveauté, son ministère est rattaché à la fois au ministère de l'Éducation, comme l'était avant, mais aussi à celui des armées. Et ça, c'est une nouveauté qui nous montre bien que malgré les années du premier quinquennat qui nous disaient mais non, ce n'est pas militaire, mais non. Et donc il y a de nombreux gros soucis. Notamment parce que ça s'adresse à des mineurs, contrairement au service militaire à l'époque avant 1997 qui était que pour des majeurs. Et il y avait des façons d'y échapper. On pouvait être objecteur de conscience, d'où le MOC, mouvement de l'objection, qui est intéressé par ces questions-là, parce que c'est le côté obligatoire et surtout les sanctions qui peuvent arriver aux personnes qui le refuseront. Marie-Jo. Ce SNU s'adresserait à des adolescents de quel âge ? De 16 ans. En fait, 16 ans. À la fin de leur année de 3e. Donc c'est d'autant plus choquant que ce sont des mineurs et que là encore, si on regarde les droits de l'enfant, les droits des mineurs, on ne peut pas obliger un enfant à être séparé de ses parents. Ça contrevient à 7 points, je crois, de la Déclaration des droits de l'enfant. Donc c'est pour ça que nous on se bat contre. Il y a déjà eu à cette arrivée à ce ministère couplé éducation armée. Je pense que ça devrait aussi faire réagir beaucoup de personnes sur qu'est-ce que l'éducation a à faire dans l'armée, qu'est-ce que l'armée a à faire dans l'éducation. Donc ça interpelle, je pense, Amnesty, la Ligue des droits de l'homme et toutes les personnes qui s'occupent de la protection de l'enfance. Il y a déjà des réactions de syndicats de l'éducation. Le SNES-FSU dit qu'il est pathétique de voir des recteurs et rectrices passer en revue les troupes au garde à vous dans un mélange des genres inquiétant. La coercition émanant du SNU répond avant tout à une vision autoritaire qui dénature les métiers du champ éducatif. Il vise à servir une pédagogie de l'obéissance. Le syndicat signale de nombreux dysfonctionnements lors de ces séjours. Il y a déjà eu aussi, y compris des déclarations d'atteinte sexuelle et d'harcèlement. Enfin, pour les jeunes filles mineures, donc bon. Et là, ce ne sont que des volontaires. Oui, ils disent, si c'est à la fin de la 3e, l'âge, il peut aller de, je dirais, 11 ans à 17, 18. Faut être en avant. Non, mais il y en a quand même. Oui. Donc on mélange des mineurs avec des très jeunes, avec adultes. Des presque adultes, oui. Oui, et donc je termine avec la réaction du SNES-FSU qui rappelle qu'il demande l'abandon de ce dispositif coûteux et inutile et qui porte, ce syndicat porte une autre conception de l'engagement et de l'accès à la citoyenneté dans laquelle le travail scolaire et éducatif dans la durée doit avoir toute sa place. Il y a donc d'autres syndicats comme Sud aussi dit le secrétariat d'État à la jeunesse sous la tutelle du ministère des Armées, une vision autoritaire et rétrograde de la jeunesse. Cela montre que le SNU est bien une entreprise de militarisation de la jeunesse. D'autres syndicats encore, comme la CNT dit la couleur est annoncée, le rattachement du secrétariat d'État à la jeunesse au ministère des Armées vise à finaliser la généralisation du service national universel. Donc il y a une pétition, je peux signaler en ligne sur le site de change.org. Il faut aller sur collectif non au SNU, et il y a une pétition que chacune et chacun est invité à signer. Et je voudrais terminer en disant, après on peut aussi un peu en discuter si vous le souhaitez, dire aussi qu'à Nancy, un collectif s'est monté il y a 2 ans maintenant. Ou avant le Covid. Oui, en 2000, juste avant. Juste avant, parce qu'on a fait notre première action, le lendemain, on était tous bouclés. Donc c'était en 2020, c'est ça, mars 2020.
je crois mars 2020, on était allé devant le lycée Chopin à Nancy, qui devait servir de maisonnée, non ? Non, qui devait, il y avait ou de centre de recrutement. Et parce qu'une réunion d'information, parce que là aussi, actuellement, jusqu'à présent, c'est pas obligatoire, c'est volontaire, mais il y a une énorme pression qui est faite sur les patrons de lycée et de collège pour beaucoup pousser les jeunes à être volontaires en leur disant que ça va être bien pour leur dossier, ça va être bien pour Parcoursup, ça va être bien pour... Voilà, pour l'instant, c'était... Parce qu'en fait, ils sont dans une très grande détresse, les pauvres, c'est que ça ne marche pas. Il y a très peu de jeunes les jeunes qui sont volontaires actuellement, la sociologie en a été faite, c'est souvent des jeunes qui sont déjà intéressés par les carrières militaires, carrières dans la gendarmerie, c'est des gens qui sont une grande partie, ce sont des gens qui sont pas destinés, mais qui se destinent et qui aiment cette façon, cet ordre, marcher au pas, chanter la Marseillaise, ils l'aiment déjà, et donc ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile pour les autres, et ils ont du mal, le gouvernement a du mal à remplir, à trouver suffisamment de volontaires. Donc il y a déjà maintenant, moi ma fille est à Chopin, je l'ai déjà dit dans une émission, elle me dit « Papa, à la cantine, quand on mange, il y a des grandes télévisions et il y a de la publicité pour le SNU. On nous dit de faire le SNU. » Donc il y a une pression qui est faite sur les enfants, et les enseignants, les parents doivent être vigilants et puis voir si leur enfant souhaite, et si eux le souhaitent, pourquoi pas. Nous on n'est pas sectaires, même si ça coûte de l'argent public. Mais en revanche, on est vraiment inquiet pour si le gouvernement veut rendre le service national universel obligatoire, et avec beaucoup de soucis pour certains jeunes qui voudront pas y aller. On sait qu'ils n'iront pas. Et actuellement, les sanctions qui sont prévues sont l'interdiction de passer le permis de conduire, l'interdiction de passer tout diplôme qui dépend de l'éducation nationale. Et au-delà de la nation. Les concours de la fonction publique, oui, ce serait interdit aussi ? Oui, tout. On peut pas on peut même pas passer le bac si on n'a pas si on n'aura pas fait le SNU. Actuellement, c'est ce qu'ils font pour la journée. Actuellement, c'est la journée de préparation. GAPD, on ne peut pas passer le permis de conduire ? Oui, ni le bac, ni rien, ni un diplôme. Voilà, sauf si on n'est pas dénoncé. Donc voilà, je voulais juste... Moi, j'aurais encore une petite question. Il me semble... Au début, il me semblait que les formateurs, ils avaient associé des enseignants, non ? Et ils cherchent aussi beaucoup. Ils ont des soucis aussi de recrutement d'encadrants. C'est effectivement, ils font la promotion chez les enseignants. Ils ont passé aussi des circulaires dans l'éducation nationale en disant que non seulement si vous voulez encadrer des services nationaux universels, vous pourrez le faire, vous aurez de l'argent et vous ne perdrez pas vos journées de travail qui seront aussi... Donc vous aurez double paye. Actuellement, pour les maisonnées, ils ont aussi beaucoup d'anciens militaires, d'anciens gendarmes à la retraite, et ils ont du mal, c'est vrai qu'ils ont du mal à recruter. La formation n'est pas non plus très claire, puisque je vous dis qu'il y a aussi eu des soucis. Je vous parlais tout à l'heure assez dernièrement, une jeune fille s'est plaint de harcèlement sexuel. Ils ont arrêté le camp. Ceux qui voulaient repartir chez eux ont pu repartir chez eux. Donc il y a quand même eu un petit souci. On n'en a pas entendu beaucoup parler. Donc je pense qu'ils auront aussi des soucis avec des mineurs, encore une fois, qui peuvent être très jeunes. Voilà, donc... C'est un souci pour nous, c'est un souci pour le collectif Lorraine Sud contre le service national universel qu'on a donc créé il y a 2 ans, dans lequel pour l'instant il y a la FCPE 54, la Libre Pensée, la Ligue des droits de l'homme, le mouvement de la paix, le mouvement de l'objection de conscience, le MAN, il y a un petit peu même des partis politiques comme les Verts, la France Insoumise, le PCF, le NPA, voilà, les syndicats d'enseignants, la FSU 54, Sud, voilà, et puis aussi des parents, des grands-parents, des citoyens, des citoyennes qui ont rejoint ce collectif qu'on peut contacter au ClassNU, CLASNU, ClassNU, alors @ClassNU, @antisnu, antisnu.ouvaton.net, antisnu.ouvaton.net, ça c'est derrière l'arrobase et devant l'arrobase c'est ClassNU. Sinon on peut...
Oui. Facile, vraiment très facile de contacter. Mais sinon, on peut aller sur la page Facebook du MOC Nancy, parce qu'on s'appelle MOC MOC, MOC.Nancy, on trouve la page Facebook et dessus on peut nous écrire et on peut aussi faire suivre tout ça. Donc il va falloir être très vigilant, regarder ce nouveau ministère qui a un pied à l'éducation nationale, un pied dans l'armée, et Sarah El Haïry, voir et continuer à combattre démocratiquement pour demander qu'il n'aille pas au bout de ce projet-là que nous trouvons néfaste. Je vous montre même. Il y a eu un communiqué. Alors c'est quoi ? Donc de députés qui sont membres de la commission de défense qui demandent l'abandon du projet de SNU aussi. Voilà. Donc un sujet qu'on suivra encore la saison prochaine dans Parole de paix. Et je vous propose, si ça vous convient, qu'on écoute pour suivre ce sujet une chanson qui s'appelle Objection SNU, chantée par H-Tone. H.Tone, T-H-O avec un accent circonflexe, O-N-E. H-Tone, Objection SNU. RCN, Parole de paix, Stéphane Tabourin. C'est une émission grand mixte dans laquelle grand mix, d'ailleurs pas un grand mixte, grand mix, elle est mix aussi. Oui, d'ailleurs, très bien. On respecte la parité dans le studio. Nous sommes 2 hommes et 2 femmes. Donc plusieurs sujets. Et là, je vous propose de faire un petit peu le point sur une réunion très importante pour la Terre, pour l'humanité, pour sa survie. La première réunion qui a eu lieu, première réunion du traité d'interdiction des armes nucléaires. Donc en janvier 2022, une résolution de l'ONU est entrée en vigueur rendant interdit les armes nucléaires. Donc la France et les pays qui ont les armes nucléaires sont maintenant du côté des États voyous, mais ils n'ont pas signé, comme c'est non contraignant, il faut signer ce traité, hein, comme les précédents traités pour la planète avaient été contre les armes bactériologiques, contre les armes chimiques, contre un certain nombre d'armes comme ça sont interdites maintenant. On sait qu'il y a encore quelques pays qui ont encore un petit peu, mais c'est important ces textes internationaux pour faire baisser la tension et puis donner une chance à la paix. Give a peace a chance. Et donc en 2017, une association internationale qui s'appelle ICANN, qui a reçu le prix Nobel de la paix parce qu'elle a œuvré avec 122 pays à l'ONU qui ont fait cette résolution pour un traité d'interdiction des armes nucléaires. Donc c'est rentré en vigueur, je disais, en janvier 2022, parce que il faut au moins 50 pays qui signent le traité, et là ça rentre en vigueur pour tout le monde. Et donc là, les pays, au fur et à mesure, signent ce traité-là. Et donc, du 21 au 23 juin dernier, à l'ONU, à Vienne, il y a une première réunion du traité pour l'interdiction des armes nucléaires. Il y a eu une déclaration assez choc. Les pays signataires étaient présents, bien sûr, et ainsi que des pays européens qui sont non signataires, mais qui au moins avaient fait la démarche de dire on y va comme observateur. La France, elle a refusé même d'y aller comme observateur, comme elle a refusé toutes les réunions de l'ONU qui traitaient de cette question-là. C'est pour ça que le MOC, avec d'autres associations, on se bat, et on se bat. En tout cas, on fait de l'information pour pousser à ce que la France aussi ratifie ce traité d'interdiction des armes nucléaires. Donc il y a eu une déclaration qui était très cash, on va dire, et donc comparé à de nombreux autres documents finaux de l'ONU en général, là la déclaration a été claire dans la présentation de son objectif final. Et ils nous ont écrit: nous n'aurons de cesse tant que le dernier État n'ait adhéré au traité, que la dernière ogive n'ait été démantelée et détruite, et que les armes nucléaires n'aient totalement disparu de la Terre. Donc ça, c'est quand même assez fort comme déclaration. Et donc donc les personnes qui étaient présentes, et notamment nous on connaît Jean-Marie Collin, co-porte-parole d'ICANN France, qu'on a déjà eu aussi dans l'émission Parole de paix, ainsi que l'autre porte-parole de l'association française qui s'appelle ICANN France,
Ça veut dire Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ICAN, et ICAN France, donc à 2 porte-paroles qui sont Jean-Marie Collin, qui est un expert, et également l'autre expert s'appelle Patrice Bouvray. Voilà. Et donc on a des nouvelles régulièrement avec eux. Donc ça nous donne, nous à Nancy, le courage et l'envie de continuer à faire connaître ce traité international des armes nucléaires. Les gens ne savent pas que les armes nucléaires sont interdites ou sont en passe de l'être. C'est vrai que c'est pas gagné, mais il faut y croire. Je pense que les gens qui ont commencé les campagnes contre les armes biologiques, contre les armes chimiques, contre les armes à sous-munitions, contre les mines antipersonnelles, au départ aussi, on se moquait d'eux, on riait, mais vous verrez que dans une génération, peut-être, on trouvera totalement idiot que les hommes aient construit des armes qui étaient capables de détruire je ne sais pas combien de fois la planète totalement, quoi. Et donc nous en France on s'y est habitué. Il y a une espèce de ronron, y compris beaucoup d'associations écologistes pour le climat font pas le lien, disent bon ils voient pas que ça il faut avoir une planète propre, nette et sauvée, mais si on a encore des armes nucléaires, si c'est pour qu'elles soient détruites en quelques secondes, c'est pas forcément. Ce ne sont que des armes de dissuasion. Oui, jamais c'est ça. on les utilisera. Oui, et c'est vrai que le contexte de la guerre en Ukraine nous a rappelé qu'un monsieur comme l'affreux Poutine est capable, en tout cas a fait des menaces de cet ordre-là. Et les militaires et l'armement cherchent aussi à faire des armes plus petites, utilisables, des petites armes nucléaires et voilà, en créer partout. Et donc, il est important, ce congrès, cette réunion internationale était importante. Et donc, à Nancy, on a aussi un collectif qui s'appelle le Collectif pour le désarmement nucléaire 54, dans lequel il y a Amnesty, Attac, le CLID, Europe Écologie Les Verts, Greenpeace, France Insoumise, le MAN, le MOC, le MIR, un peu, voilà, on est nombreux aussi. Et c'est l'adresse mail est plus simple. C'est CDN54, donc collectif pour le désarmement nucléaire 54, CDN54, @ouvaton.org. Là, c'est plus simple. Et donc, nous, dans Parole de paix, on reparlera de cette question-là, parce que pour le désarmement nucléaire, il faut que les parlementaires français signent l'appel des parlementaires, il faut que les maires signent l'appel des maires. Hein. Je rappelle qu'en Meurthe-et-Moselle, il y a 2 communes qui sont déclarées favorables au traité d'interdiction. C'est la ville de Vendeuvre et la ville de Tomblaine qui ont signé et qui font partie des villes françaises qui demandent que la France signe. Sur toute la Meurthe-et-Moselle ? Sur toute la Meurthe-et-Moselle, il n'y en a que 2 pour l'instant. Et c'est vrai que ça part du fait que... Vas-y. Saint-Max, non ? Non, pas peut-être Saint-Max aussi, maintenant, récemment, rejoint. Il faudra vérifier, on va vérifier. Mais c'est vrai que ces maires-là, ils s'appuient sur le fait que une des fonctions du maire, c'est de protéger sa population. Et donc, les maires qui signent ça disent, avec les armes nucléaires, je ne suis pas en mesure de protéger ma population, parce que si une bombe tombe pas loin, on ne peut rien faire. Et donc, les individus aussi peuvent rejoindre la campagne et rejoindre, par exemple, à Nancy, le collectif désarmement nucléaire. Et ben voilà. On écoute quelques mesures, on a dit, de Imagine de John Lennon. Et puis après, on aura 1 minute. Oh, même pas. Oui, on y va, vite. Alors, sur ces mesures de John Lennon, Imagine, qui suivait un sujet sur le désarmement nucléaire, on va parler maintenant d'un tout autre sujet, de la peine de mort, parce que Amnesty, en fait, c'est comme ça que moi j'ai connu Amnesty. C'était son grand cheval de bataille, et c'est pas gagné encore. Hein, Amnesty date des années 60, et il y a encore la peine de mort dans de nombreux pays, et tous les ans, Amnesty fait un peu le point, c'est ça, Marie-Jo ? Oui, donc chaque année, il y a un rapport sur la peine de mort. Et donc, si quand même, globalement, il y a un certain nombre de pays, de plus en plus nombreux, qui votent l'abolition de la peine de mort dans leur pays. Enfin, oui, dans leur pays. Il y a quand même quelques pays qui... Je trouve pas les mots. Exécutent à tout va. Et en particulier la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Iran. Alors certains pays, on ne connaît pas exactement le nombre d'exécutions. Tellement. Mais pour le moment, ce qui est recensé dans le rapport 2021, c'est que par rapport à 2020,
où il y a eu une diminution du nombre d'exécutions. Le Covid n'a pas eu que des désavantages là-dessus. Il y a quand même eu une diminution des exécutions. Eh bien, elles ont repris en 2021. Et là, ce qui est cité, de connu, il y a eu 579 exécutions dans le monde en 2021. On rappelle que quand même, pour Amnesty, la peine de mort, c'est le traitement le plus inhumain et le plus cruel, et c'est celui qui respecte le moins les droits humains. Je pense qu'on reparlera du sujet de la peine de mort, surtout sur les actions que vous allez faire à Nancy, à la rentrée. Et puis on invite les auditeurs à aller sur le site d'Amnesty France pour voir ce rapport-là, qui vient d'être diffusé, c'est ça, il y a peu de temps. Donc on a le rapport 2021 qui vient de tomber. Qui vient de paraître. Eh bien, on se dit au revoir et à la prochaine fois. On dit merci à Pierre qui est notre technicien formidable et puis à bientôt. Parole de paix. Tout le monde. Qu'on retrouve partout, en vidéo, en podcast. À bientôt. On n'a pas le temps de passer là. RCN, www.rcn-radio.org